Il est 19 h, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est l'heure du grand rendez-vous. Nous sommes en place. Merci d'être avec nous. Tout de suite, la météo. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Tchaourou dans le département du Borgou. Mesdames et messieurs, au menu du grand rendez-vous ce soir, nous recevons Amadou Djibril, il est maroquinier. Avec lui, nous allons parler du marché cuir, et oui, les opportunités qui se présentent aujourd'hui. Nous aurons également sur ce plateau Serpos Dossou, il est radiothérapeute pour parler du cancer du pancréas. Comment peut-on y échapper? Nous aurons les détails avec notre invité. Il s'agit, comme je le disais, de Serpos Dossou, radiothérapeute, pour parler de cancer du pancréas. C'est l'invité donc de Nature et Bien-être. Mesdames et messieurs, c'est donc le menu du grand rendez-vous. Un peu comme hier, nous aurons 3 plateaux. Si tout va bien, on aura un 3e plateau qui va être consacré à l'espère. On aura le temps de vous préciser tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, je vais tout de suite entrer en liaison avec la rédaction de BB24 pour retrouver de l'autre côté Roch Aurélien Akouainou. Roch, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer. La pleine forme? Oui, toujours, hein, la pleine forme. Ah ben, aujourd'hui, la position, ben, j'aime bien. D'accord. Vous partez très bien. Heureuse d'annoncer. La soirée d'hier? Ben, elle a été, nous l'avons passée ensemble au boulot. Ensemble au boulot, après on s'est séparés, c'est sûr. Oui, bien sûr, il faut consacrer après le boulot quelques temps à la famille et voilà. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au menu du 19h45 de ce soir? Oui, heureuse. Ce soir, vous avez au menu du journal 3 grands sujets et quelques informations en bref hors du continent. Mais retenez déjà que nous revenons sur la conférence de presse donnée par des organisations de la société civile pour appeler justement les gouvernants à arrêter l'utilisation des intrants chimiques dont les effets sont très nocifs pour la santé humaine. Ces organisations de la société civile ont déploré le silence des gouvernants et les ont appelés donc à arrêter l'usage de ces intrants chimiques. Nous parlerons aussi de l'orientation des nouveaux bacheliers. Après l'euphorie de proclamation des résultats, les jeunes bacheliers devront résoudre maintenant l'équation combien difficile du choix universitaire. Comment choisir celle-ci pour ne pas connaître des échecs des spécialistes, les informer. Puis bientôt, l'enseignement de la physique, chimie et technologie passera de la théorie à la pratique dans nos écoles pour éclore l'intelligence des enfants. Une trentaine d'enseignants de PCT sont en formation à cet effet. Heureuse d'annoncer, voilà.
Les titres que nous allons développer dans quelques minutes dans le grand rendez-vous, justement au cœur du journal, le 19h45. D'accord, merci beaucoup Roch. Nous, on va vous retrouver lorsqu'il va sonner 19h45. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons installer le premier plateau de votre grand rendez-vous de ce 4 septembre 2018. C'est Autant savoir. Amadou Djibril est notre invité, il est maroquinier. Avec lui, nous allons explorer le marché du cuir, les opportunités surtout, on va en parler. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Arthur sur la fabrication des produits en cuir. Ce geste, Seibou l'accomplit depuis son enfance. Fils de cordonnier, Seibou la quarantaine a toujours inhalé l'odeur de peau d'animaux. D'abord dans l'atelier parental et plus tard à son propre compte. Ça c'est un pot, c'est la peau de l'animal. Vous voyez ça? Ils ont tanné ça. Et ça là maintenant, des fois ça vient du Niger, ça vient aussi de Mali, au Cameroun. Ça dépend. Donc on cherche un bon cuir pour travailler avec ça. Mais le cuir aussi, on fait ça couleur par couleur. Par exemple, ça c'est notre couleur. Pour les bûches, on travaille avec ça. Même pour les lions. Le marché du cuir ne répond visiblement à aucune régulation. Chaque fabricant fixe les prix à sa guise. Et parfois même, tenez-vous bien, à la tête du client. Par exemple, ça là, on peut faire ça à 1000 francs. Quelqu'un va venir pleurer. Nous aussi, on a besoin de manger. On va lui faire à 300. Ça dépend, c'est comme en business. Celui qui est fort, c'est lui qui tire. C'est lui qui arrache. Raison de plus, il faut être toujours la meilleure. On peut voir, quand vous êtes venu, on a vu que vous êtes venu en voiture, bien lisse. On sait que lui, là, il est rassasié. Là, on va essayer de récupérer ce qu'on a perdu chez notre frère qui n'a rien. Bon, avec les porte-monnaies, ça dépend des porte-monnaies. On fait les porte-monnaies jusqu'à 3 000, 4 000. Il y a des porte-monnaies de 1500. Il y a des porte-monnaies 1000 francs. Ça dépend de comment tu as bien travaillé pour tes travail. Le ceinture aussi, c'est à partir de 5 000. On fait des ceintures jusqu'à 8 000. Les bracelets, pour les montres comme ça, voilà. Ça là, maintenant, c'est différent de l'autre. Ça, c'est couvrir. C'est couvrir tous les montres ensemble. Ça là, maintenant, par exemple, on fait ça à 3 000. Tout juste pour cela. Le tapette, on fait ça à 2500, 1500. Mais le marché, ça vient rarement. Ce n'est pas chaque fois. Parce que les gens viennent, ils se plaignent. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Les acheteurs d'objets en cuir ont un double avantage. En plus de s'offrir des produits de qualité, ils préservent aussi leur santé de certaines nuisances. Ça n'a rien comme conséquence. Parce que si ça avait, c'est depuis là où on a mangé la peau là qu'on va mourir. Nous, on ne va pas venir trouver la peau. Là où on a mangé les moutons, c'est là où nous-mêmes on va mourir avant de venir sur la peau. Ça n'a rien. Hein? Je peux mettre ça dans la bouche comme je vais, on peut attacher. Ça donne la santé, c'est naturel quoi. C'est naturel. Et ce qui donne la colère là, ce n'est pas quelque chose de venir d'Europe, non, c'est toujours les bois, les feuilles. C'est ça, c'est avec ça on prend pour donner les couleurs qu'on veut. C'est avec ça. Ce n'est pas la peinture ou quelque chose. Non, 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 c'est pas ça. Si c'est la peinture, vous mettez ça, vous faites comme ça doit partir. Mais ça là, regardez, on peut mettre dans l'eau et sortir, ça va rester toujours comme elle est. À la fois résistant, souple et esthétique, le cuir est considéré comme un matériau de luxe. Notre produit, c'est Toku Visson en fond. C'est comme ça. Ça là, si on vous fait porte-monnaie avec ça, si ce n'est pas tombé ou volé, non, 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 non. C'est lui qui a hérité ça là. Lui aussi, il va laisser, quelqu'un va hériter, quelqu'un va, c'est comme ça. Même les chaussures. Les chaussures. Le cuir est exigeant et ne brille qu'au prix d'un entretien rigoureux. L'utilisateur lui doit un coup de chiffon imbibé de cirage au moins une fois par semaine afin de conserver son éclat.
Merci à vous, Arthur Rwendo, pour ce reportage. Nous retenons tout simplement que les produits en cuir, c'est du toc ou vissor, comme l'a dit l'intervenant. Alors, on retrouve sur ce plateau Amadou Djibril. Monsieur Djibril, merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le marché du cuir, comment ça se porte? Le marché du cuir, ça se porte tantôt bien, tantôt malade. Ah, pourquoi cela? Parce que au niveau du marché, on ne se comprend pas bien. C'est comme si l'autre donne son prix Voilà. et l'autre aussi donne aussi de son côté. Le monsieur Aruna, l'autre Maroquini, a dit c'est même à la tête du client le prix se fixe. Effectivement. Et les travaux que vous voyez là, c'est des travaux, il y a premier choix, il y a deuxième choix, il y a troisième choix, même jusqu'à cinquième choix. Ah bon? Oui. Mais la matière même, vous l'achetez où? Vous vous en procurez où? La matière, c'est que chez nous, ici au Bénin, on ne prend pas trop important de ce qu'on a. C'est pourquoi il y a des moments, c'est ceux de Nigeria qui viennent ici chez nous ramasser les pots, mais autant de la fête de Tabaski. Ok. Oui, autant de Donc la fête de Tabaski. Comme un peu dans cette période, hein? Oui, un peu dans cette période. Ok. Tu as vu? Et eux-mêmes, ils ne s'arrêtent pas là. C'est un gros business. Après le pétrole, c'est la peau. C'est les gens qui ne connaissent pas trop ça ici. Ah bon. Oui. Donc là, si je comprends bien, vous êtes bien riche là. On remercie Dieu, on essaye. On essaie parce que... Et pourquoi le Nigeria avance? Oui. Parce qu'il y a des leaders, il y a des gens qui se donnent à nos matières là. Oui. Et ils amènent ce qui est les premières qualités là à l'extérieur. Par exemple, en Italie, oui. Le Maroc, tu as vu, il y a nos produits d'ici là qui rentrent souvent en Italie. Mais les premiers choix. De notre côté, c'est le deuxième, troisième choix qu'on essaie à chercher et travailler avec. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir le premier choix, la première matière? Oui, c'est parce que, tu sais, le plus fort, celui qui est déjà fort, il est toujours fort. Qu'est-ce qui vous manque ici au Bénin? Ce qui nous manque ici au Bénin, c'est parce que on ne comprend pas, on n'a pas le goût. On n'a pas le goût de ce qu'on faisait ici. C'est les étrangers souvent qui viennent de Centrafrique, par exemple, le Gabon, le Camerounais. Ils viennent chercher nos produits ici. Donc les Béninois même ne consomment pas autant les produits. Les Béninois, par exemple, celle-là, celle qui est dans ma main, ça là par exemple, tu as vu, si je veux à l'extérieur de ce que j'ai en main là, tout est fait avec la main, ce n'est pas la machine, c'est cousu, c'est cousu en main. Je peux le vendre à 25 000, ça là. Il y a d'autres, ils vont payer en gros, ils vont amener ça à l'extérieur, par exemple en États-Unis. Celui qu'on vient de montrer tout à l'heure, la Haruna, là, lui, il a l'habitude de présenter nos produits à l'extérieur. Il est parti même avec mes produits en temps, en États-Unis. Il est pour faire des exportations. Ok. Donc, de notre côté ici au Bénin, on préfère vendre nos produits même à l'extérieur. Parce que les Béninois ne connaissent pas, ils ne connaissent pas trop notre travail. On ne nous connaît même pas dans le pays. On est là, camouflé quelque part en train de travailler et on ramène ça quelque part. Mais il y a également ce problème-là, le coût, on l'a abordé tantôt, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette, je dirais, différence qu'on constate chez tel vendeur et chez l'autre? Effectivement. Pourquoi pas un préfixe? Pourquoi pas un préfixe? Parce qu'on n'est pas bien organisé. On était organisé en temps. Au temps de l'ex-président Soglo, j'ai beaucoup voyagé sur mon travail là. J'ai été au Burkina, le Niger, le Togo pour des séminaires, pour des présentations des trucs.
Mais aujourd'hui, c'est que tout le monde est dans son marigot. Tout le monde veut fixer son prix. Tu as vu? Si quelqu'un vient chez moi, par exemple, il me demande ça là à 10 000. Oui. Il y a l'autre, mais ce qui est bon, c'est quoi? Chacun pour soi. C'est ce que tu sais faire là, que tu vas montrer. Là, vous vendez la qualité. Je vends la qualité, voilà. la vérité. Moi, je suis héritier de ça là. Je suis héritier. Et j'ai donné aussi un peu de la valeur. Et quelle matière vous travaillez beaucoup plus ici? Bon, je travaille souvent avec la peau de mouton. Pourquoi cette préférence? Parce que c'est naturel. C'est facile à travailler? Bon, c'est facile à travailler, c'est facile à lui donner la forme. Par exemple, pour bourrer quelque chose avec. Si je veux faire une bourrage pour bourrer même la table que vous avez là, ici, là. Oui. Maintenant, je préfère prendre la peau de mouton pour lui donner la forme. Ça se plie bien. Et en matière de qualité, en matière de qualité, c'est meilleur. Ok. Oui. Avant, on travaillait aussi avec les animaux sauvages. Par exemple, la peau de iguane, lézard, varan, crocodile. Mais tout ça, c'est interdit, hein? C'est interdit depuis. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des peaux venues de l'Italie. Ça, là, par exemple, c'est la peau. Mais ce n'est pas... Du mouton aussi? Ça, là, c'est la peau de chameau. Ok. Ça, là. Celle-là, tu as vu l'épaisseur. C'est la peau de chameau. Ça, là. Mais ce n'est pas tanné ici. C'est tanné depuis l'Italie. Mais à l'intérieur, c'est la peau de mouton, ça. C'est celle-là qui est la peau de mouton. Tournez ça, là, votre caméra est là. Je mieux voir. Voilà. Ici, là, le complet, c'est la peau de chameau. Okay. Mais à l'intérieur... On sent en même temps la différence. On sent en même temps la différence. Parce qu'on ne peut pas prendre le complet de la peau de chameau pour composer une portefeuille. Parce que ça va devenir trop lourd. Ok. C'est pourquoi si je prends... La peau du chameau pour la couverture, pour couvrir. Pour couvrir, et l'intérieur, c'est avec la peau de mouton. Okay. Et tout ça, là, vient du Nigeria. Les queues, là. Nous, on n'a pas la peau ici. On n'a pas. Et ça nous vient cher. Raison pour laquelle le produit aussi est cher. C'est cher. Parce que si tu vois quelqu'un en train de fabriquer quelque chose de 1000, moi, je ne fabrique rien de 1000 francs, moi. Vous mentez. Non. Là, vous êtes un maroquinier de luxe. Oui. Moi, je ne fabrique vers le supermarché à Ganri. J'ai des clients qui viennent me commander des bracelets, des montres. Des montres, eux, qu'eux-mêmes, là, ils installent. Oui, voilà. Ils installent dans les boutiques, par exemple, vers l'heure exacte. Il y a mes produits là. Village artisanal, il y a mes produits là. Et qu'ils vont faciliter seulement de prendre ça à moins coût et aller vendre ça cher. Cher. Oui. Mais vous avez dit tantôt que vous faites du fait à la main. Oui. Pourquoi cette particularité? Ça dure plus que l'industrialisé? Oui, ça dure plus que la machine. La machine. Parce que tu es sûr de ce que tu fais. Mais ça prend le temps. Ça, là, par exemple, je ne peux pas composer 2 par jour. Ça, là, je ne peux pas composer 2 par jour parce que c'est des coutures aller-retour. Okay. Si tu fais l'aller seulement, ça ne va pas montrer comme la machine. Tu as vu, c'est en main. Ce n'est pas à la machine. Et c'est plus dur. Par exemple, même avec la on n'a pas des vraies machines qui vont coudre tout ça là avec nous ici. On n'a que les machines des matelassiers. Les machines des matelassiers. Il y a des machines spécialement pour ça. Mais qui coûtent également. Qui coûtent. Ça coûte. Sinon, ça là, je peux couler 500 par jour, 1000 par jour. Si c'était la machine, c'est les coupures seulement. Si j'essaie à faire des coupures, je lui donne et il va me faire sortir les portefeuilles, c'est ça. Mais on comprend qu'aujourd'hui, vos produits sont beaucoup plus exportés. Oui. Et c'est là-bas, ça se consomme le plus. Ceux de Ghana, par exemple, ils viennent chercher nos produits ici. Tu as vu? Mais que faire pour que le marché béninois également soit conquis? Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va se réunir entre nous. Celui qui sait que il est dedans. Moi, je suis dans ça, là, c'est depuis les années 84 que moi, je suis dans ça. Oui, et c'est uniquement ça, moi, je fais.
Tantôt ici, aujourd'hui, tantôt là-bas, parce qu'on ne nous a pas donné place. Donc, il faut réorganiser le secteur. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Amadou Djibril, vous êtes maroquinier. Oui. Avec vous, on a exploré le marché du cuir, les opportunités. Oui. C'est un secteur aujourd'hui que les jeunes peuvent embraser. Ils peuvent embrasser ce secteur-là, n'est-ce pas? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se donner... C'est difficile. C'est difficile. Non, il y a des jeunes plus conscients que d'autres. Oui, parce que c'est aujourd'hui... Qui vont s'y adonner. Il veut que... En même temps, là, on va préparer et manger. Ils n'ont pas le truc là. Tu as vu? Non, il y a des jeunes, il y a des jeunes plus conscients. Et ça. Avec les prix, là, par exemple, aussi, j'ai l'habitude de faire habiller les minx. Les minx qui font lors des parades en tenue traditionnelle. D'accord, on va aborder ça. Inch'Allah. Les jours à venir. D'accord. À coup sûr. On va garder le contact avec Actu Wendo pour qu'il conserve gentiment, joyeusement ce numéro-là pour nous, pour qu'on puisse vous avoir les jours à venir sur notre plateau. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Autant Savoir. À présent, nous allons installer notre deuxième invité. Il s'agit de Serpos Dossou, radiothérapeute. C'est dans Nature et Bien-être. Les cancers, on en parle très souvent, mais on parle très peu du cancer du pancréas. Comment y échapper? Voilà, je vais y arriver. Comment y échapper? Nous avons sur ce plateau un radiothérapeute, Serpos Dossou, le seul d'ailleurs du Bénin, qui va nous donner toutes les informations liées au cancer du pancréas. Mais d'abord, on va suivre ce reportage réalisé par Sylvania Tchanou sur le sujet. Le cancer du pancréas ou adénocarcinome pancréatique est un cancer de la glande qui sécrète les enzymes digestives. Elle prend naissance dans les cellules du pancréas et échappe au contrôle de l'organisme. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce cancer chez un individu. D'abord, il y a l'âge. Ça apparaît souvent chez les sujets au moins à partir de la cinquantaine, 50 à 70 ans. Dans le cas du cancer du pancréas, l'alimentation riche en graisse est incriminée. L'alcoolisme qui est également incriminé. Le diabète. Mais parfois, le diabète peut survenir concomitamment à l'apparition du cancer du pancréas. Situé au niveau de l'abdomen, le pancréas est une glande de la région postérieure. Il existe plusieurs types du cancer du pancréas, chacun avec sa façon de se manifester. Le cancer de la tête du pancréas ne fait pas mal. Ça peut se développer sous forme de masse qu'on peut palper, mais c'est rare, extrêmement rare. Mais la plupart du temps, un sujet qui a des yeux jaunes qui apparaissent et les yeux jaunes là ne diminuent pas d'intensité. Il n'y a pas de fièvre qui accompagne les yeux jaunes et le sujet maigrit. Progressivement, il a une altération de l'état général. Il faut craindre un cancer de la tête du pancréas. C'est ça que nous on appelle dans notre jargon un ictère nu. À cet ictère-là va s'accompagner un prurite. Le sujet se gratte le corps et ça laisse parfois des lésions, des plaies. Au niveau du corps, ça aussi, ça peut se développer sous forme de masse. On peut palper une masse au niveau de l'épigaste. Mais lorsque la tumeur évolue, ça envahit les nerfs et ça donne des douleurs atroces qui sont rebelles au traitement. Donc, sujet âgé qui se plaint de douleurs postérieures, parfois au niveau de la colonne, ça peut tromper. Au niveau de la queue du pancréas, la queue c'est vers la gauche et ça c'est très proche de la rate. Là également, c'est une tumeur qui se développe sous forme de masse. Sous forme de masse qu'on peut palper dans l'hypocondre droit.
Le cancer du pancréas tue plus de 3000 personnes dans le monde, et ce, chaque année. Cependant, plusieurs traitements comme la chirurgie et la chimiothérapie sont proposés aux malades afin de lui assurer un certain confort. Les organes de voisinage, par exemple l'estomac qui est à côté, il y a les intestins qui sont à côté aussi, qui peuvent être envahis. Dans ce cas, les gens ne vivent pas longtemps et on ne peut pas les guérir. Si aucun traitement n'est retenu pour soulager le patient, une prothèse peut être posée pour faciliter la circulation de la bile ou le transit des aliments. Et on retrouve sur le plateau Serpos Dosso, radiothérapeute, pour aborder le sujet avec nous. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir déjà. Comment vous allez? Je vais bien. Ça fait un bail, hein? Oui. Ah, et la radiothérapie? Ça se porte comme on peut. Ok, alors, il paraît que le cancer du pancréas est l'un des cancers les plus dangereux. Vous confirmez cela? Je dirais que c'est l'un des cancers les plus meurtriers. Et pour l'histoire, c'est le cancer qui a fait partie, le fondateur de l'iPhone, l'iPad. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, oui. Ça pour dire, malgré les moyens, que c'est un cancer qui, quand même, finit par avoir raison de nous. Au diagnostic, lorsqu'on fait le diagnostic de cancer du pancréas, seulement 20% sont opérables. Et le reste? 30% sont inopérables. Et 50% sont métastatiques, c'est-à-dire dans 50% des chances, c'est déjà dispersé dans tout le corps. Et dans les 20% qui sont opérables, 80% vont récidiver. C'est pour dire, de dresser le panorama sombre de ce cancer qui est un cancer vraiment meurtrier. Chaque fois que nous rencontrons ce cas de cancer en consultation, on commence par se gratter la tête. Mais au Bénin, parce qu'on n'en parle pas très souvent, est-ce à dire que ça fait partie des cancers dont on souffre le moins dans notre pays? Non, au Bénin, nous avons deux soucis. Nous avons un problème à réunir les statistiques, puisqu'il faut un registre du cancer. Nous avons un registre du cancer à Cotonou et à Parakou, mais il faut du personnel, il faut également du recrutement pour pouvoir faire de belles statistiques. Donc, les statistiques que nous avons actuellement sont les statistiques du Global Cancer. L'autre aspect de la chose, c'est-à-dire les cancers du pancréas ne vivent pas suffisamment longtemps pour qu'on en parle. Ah bon? Oui. Eh bien, pourquoi j'ai oublié, son docteur Imoru, je crois bien, disait tantôt que ça fait partie des cancers qui surviennent à l'âge beaucoup plus au soir de la vie, à 50 ans, 60 ans. Ça ne frappe pas la jeunesse? Non, c'est un cancer qu'on voit souvent en moyenne à l'âge de 65 ans. Okay. Donc quand je dis que ça ne vivent pas suffisamment longtemps, lorsqu'on diagnostique ce cancer, à peine vous avez encore 4 à 6 mois en moyenne pour que cette personne vive suffisamment. C'est un tueur vraiment silencieux. Oui, très silencieux. Qu'est-ce qui explique réellement la survenue d'un tel cancer au niveau de cet organe-là? Vous savez, le pancréas est un organe rétropéritonéal, c'est derrière le péritoine. La particularité des cancers, c'est de pouvoir envahir. Et quand vous êtes dans un environnement comme le rétropéritoine où il n'y a pas d'obstacles, les obstacles en anatomie, c'est les structures dures, c'est comme les articulations, les os. Donc dans l'abdomen, il n'y a pas d'obstacle. Donc un cancer du pancréas détecté très vite et envahit l'organe aux alentours, comme l'a dit le docteur Imoru. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un cancer dont l'approche thérapeutique est un peu difficile. La situation anatomique du pancréas, la résicalité, le fait de la capacité du chien à opérer le pancréas est difficile. Est-ce que c'est à cause du plateau technique défaillant au Bénin que vous parlez ainsi? Non, pas du tout. Si je vous dis que Steve Jobs en est décédé, c'est qu'aux États-Unis, c'est que ce n'est pas une question de plateau technique, c'est une question de situation anatomique dans le cancer du pancréas dans l'organisme. Le pancréas, c'est un organe vital. La plupart du temps, quand on découvre le cancer du pancréas, c'est juste, quand le chirurgien va opérer, c'est juste pour faire comment on appelle ça, une dérivation. C'est-à-dire, puisque le pancréas bloque le passage de la bile, c'est ça qui donne les prurites, comme l'a expliqué le Dr Imoru. Donc, on essaie de faire une dérivation comme un pont pour permettre à la bile de passer, pour permettre au patient de ne pas développer des prurites, de ne pas développer l'ictère. Mais c'est juste un traitement palliatif.
Donc, le traitement chirurgical, c'est une duodénopancréatomie céphalique. C'est une grosse chirurgie, il faut enlever le duodénum, il faut enlever le pancréas, c'est compliqué. Ce n'est pas une chirurgie très compatible avec la survie. Et ça se fait déjà dans notre pays, c'est possible? Ça se fait, mais les résultats ne sont pas meilleurs. À cause de quoi? Du plateau technique ou des compétences? Non, c'est pas que la question n'est pas, comme je l'ai dit, n'est pas un plateau technique. La question, c'est là, au niveau de l'art de la chirurgie. Nous en avons des chirurgiens, docteurs et Mourou, qui sont des chirurgiens très. Mais la question, c'est que quand vous enlèvez le duodénum, le pancréas, tout ça, vous n'avez pas une meilleure qualité de vie, les gens ne suivent pas. Et puis, c'est pas. Et ça, on le fait aussi dans des situations où vous faites la chirurgie, c'est pas compatible. De plus, comme je vous l'ai dit, il n'y a que 20% qui sont opérables. Donc, si vous avez 100 cas de cancer de pancréas, vous êtes sûr que 80 vont décéder à coup sûr. Et 20%, dans les 20% opérables, 80% des 20% vont encore récidiver quand vous allez l'opérer. Donc, parfois, sur ces statistiques, on se pose même parfois la question, il est utile d'opérer. Parce que si je veux vous opérer, vous avez 80% de risque que la maladie revienne, est-ce qu'il est vraiment utile de vous opérer? C'est pourquoi parfois, on préfère des traitements comme la chimiothérapie qui est un traitement palliatif, parfois la radiothérapie pour gérer les douleurs quand les douleurs sont rebelles aux antalgiques. Mais les réelles causes de la chose, ils ont parlé de je ne sais pas s'il y a peut-être un problème du mode de vie qui également en est la cause, mais le docteur Imourou parlait de mal de dos. Est-ce que ça fait partie des signes? En fait, le grand problème que nous avons en cancérologie, c'est l'établissement de la relation cause-effet. Souvent, c'est une question qui revient par les journalistes et par les patients. C'est quoi la cause? On ne connaît pas totalement toutes les causes du cancer. Donc, nous, on parle plutôt de facteurs de risque. Les facteurs de risque sont ces situations dans lesquelles les patients, quand les personnes sont exposées à ces facteurs de risque, ils sont plus à risque de faire le cancer. Mais ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est pourquoi quand on veut citer tous les facteurs de tout ce que le docteur et moi, c'est des facteurs de risque. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qui est en surpoids, quelqu'un qui est dans le cas du cancer du pancréas, oui. Quelqu'un qui a une alimentation riche en graisse, ça c'est des facteurs de risque. Par contre, il faut faire différencier ça avec des signes. Les signes, vous allez voir quelqu'un comme des personnes des patients qui ont l'ictère, qui ont le prurite, se grattent le corps, qui ont un amaigrissement brutal, des personnes qui ont des douleurs. Ça, c'est quand le cancer envahit le nerf, le plexus solaire, ça provoque beaucoup de douleurs. Ou soit, des personnes, il y a un signe actuellement qu'on retrouve beaucoup, des personnes qui subitement, il n'y a pas un antécédent familial, c'est-à-dire des personnes qui, dans la famille, il n'y a pas de diabétique, présentent subitement un diabète. Quand vous avez quelqu'un qui subitement présente un diabète, ou dans la famille, il n'y a pas un diabétique, et que la personne est maigre, il faut tout de suite faire une échographie pour voir s'il n'y a pas un cancer de pancréas en amont. Le cancer de pancréas aussi est une des causes. Donc, l'un des signes, quand vous voyez quelqu'un qui a subitement un diabète, parce que nous avons détecté beaucoup de cas de cancer de pancréas comme ça, un diabète comme ça de façon innocente, et une sonde échographique, et puis tac, il y a un cancer de pancréas en arrière. Mais là, maintenant, que dire à la population? Parce que voilà un mal qui se fait découvrir, je dirais, à la phase terminale. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui conseiller aux populations? Je conseille à la population d'abord d'avoir le geste réflexe de consulter. On consulte comme ça sans aucun signe? Non. Lorsque vous avez les signes que nous devions de citer, comme un amaigrissement brutal, ou qu'on vous découvre un diabète subit, ou que vous avez mal dans le ventre, il faut consulter n'importe quel médecin généraliste qui vous fera un premier examen, qui va vous demander des examens. Au fil de ces examens, on peut remarquer qu'il y a un diabète, que vous avez une douleur rebelle au traitement, vous avez ci. Et de fil en aiguille, on se rend compte qu'une petite échographie, l'échographie abdominale aujourd'hui, ça ne coûte rien, on peut le faire dans les centres indiqués. Et l'échographie peut vous révéler, tiens, il y a une masse qui est au niveau du pancréas qu'on ne comprend pas. On peut après vous demander un scanner qui vous dira, oui, non, vous avez un cancer du pancréas. D'accord. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prise en charge, quelles sont les limites dans notre pays au niveau de la médecine moderne? Je le dirai toujours. La prise en charge des cancers pose un vrai problème dans notre pays parce que nous n'avons pas un service de cancérologie dans l'hôpital public. Au CNHU, là, il n'y a pas un service de cancérologie? Il n'y a pas un service de cancérologie dans l'hôpital public.
Je le dis et je l'affirme. Mais je connais le docteur Ignayon, il est chirurgien cancérologue. J'ai dit qu'il n'y a pas de service de cancérologie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cancérologue. Mais il y a des cancérologues. Le docteur Ignayon est chirurgien cancérologue et est employé dans le service de chirurgie viscérale. C'est bien terrible. Qu'est-ce qui empêche la création d'un service de cancérologie? D'autant plus que le mal sévit dans notre pays. Je ne répondrai pas à cette question, Madame Heureuse Dano. Je sais qu'il y a un service privé, un clinique privé de cancérologie au Bénin. Je sais ça, mais c'est en privé. Un centre privé ne peut pas absorber toute la masse de cancer au Bénin, il faut le dire. Et la radiothérapie? Vous êtes seul radiothérapeute, vous trouvez à faire dans le public? Je ne suis pas employé du public. Ok. Quand on dit radiothérapeute, ça signifie oncologue radiothérapeute, parce qu'on est oncologue d'abord avant de prendre la sous-discipline de la radiothérapie. Je n'exerce pas en tant que radiothérapeute au Bénin. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de service de radiothérapie au Bénin, il n'y a pas de centre de radiothérapie au Bénin. Décidément, finalement, les patients sont évacués. Oui, les patients nous allons dire ça comme ça, les patients sont évacués quand ils ont une indication de la radiothérapie. Nous avons les compétences qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas utilisées. Vous êtes là, radiothérapeute, mais vous avez été formé, mais on ne vous exploite pas. Vous êtes là seulement. Bon, il y a d'autres pays qui en profitent. Ok, vous êtes appelé sous d'autres cieux, vous êtes ailleurs. On fait des services ponctuels dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Espérons que ça va rester toujours ponctuel. Vivement que le centre de radiothérapie soit une réalité dans notre pays. Vivement pour notre population, parce que quand vous prenez les cancers en général, 60% auront l'indication de radiothérapie à un moment ou l'autre de l'évolution de leur traitement. Que ce soit à visée curatif ou que ce soit à visée palliatif. Comme vous l'avez vu dans le cas du cancer du pancréas, lorsque les douleurs sont rebelles au traitement, c'est la radiothérapie qui gère le traitement. Vous allez beau donner la morphine au malade, il ne pourra pas céder, la douleur ne cédera pas. C'est la radiothérapie qui irradie le plexus solaire pour gérer la douleur. Franchement, vivement qu'on ait ce centre de radiothérapie donc pour le bien-être, pour le soulagement de ces malades du cancer, du pancréas et des autres types de cancers. Professeur Dr Serpos Dossou, radiothérapeute, merci. C'est moi. Bonne soirée à vous. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, après donc Nature et Bien-être, nous allons suivre l'actualité sur la toile. Augmentation des taxes sur l'accès à Internet au Bénin, le ministre réagit enfin. Suite à la sortie médiatique du secrétaire exécutif de l'ARCEP, le ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, sort de son mutisme. Longtemps décriée pour son silence, elle a fait une publication sur sa page Facebook. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a assuré que l'ambition du gouvernement concernant le secteur de l'économie numérique n'a pas varié. Elle affirme que l'ARCEP va continuer de veiller au respect des tarifs. Le ministre a rassuré que tout sera fait dans le strict respect des tests en vigueur. Elle invite par ailleurs les internautes à soutenir la réforme. C'est ensemble et avec vous tous que la transformation digitale de notre pays est en train de s'accomplir. Continuons d'y travailler, a-t-elle écrit. Autre actualité, le sommet Chine-Afrique se poursuit avec les 54 délégations du continent. Pékin promet 60 milliards de dollars d'investissement. Selon le site RFI, le président chinois Xi Jinping a ouvert le bal avec de nouvelles promesses, dont cette somme considérable, nous informe RFI sur son site internet. Les critiques montent au sujet d'un risque de surendettement, mais Xi Jinping s'est montré rassurant. Le président chinois a promis que les dettes de certains pays en difficulté seraient en partie annulées. Il a précisé que les investissements chinois en Afrique viennent sans aucune condition politique. À présent, la Nouvelle Tribune nous apprend qu'aux États-Unis, une femme de 52 ans a avoué avoir assassiné son mari en empoisonnant son eau. Laney Clayton a été accusée par les forces de l'ordre d'avoir empoisonné son mari Stephen Clayton, âgé de 64 ans. Suspicieux, les policiers ont demandé qu'une autopsie soit réalisée sur le corps. Très vite, les légistes ont découvert une énorme quantité de tétrahydrozoline dans le corps de la victime, un médicament accessible en vente libre.
Sous pression suite à ces révélations, Laney Clayton s'est résolue à avouer son crime auprès des enquêteurs. Elle est donc poursuivie pour falsification malveillante d'un produit pharmaceutique ou d'un aliment, mais n'a toujours pas donné de mobile. Toujours aux USA, la fille de l'ancien directeur de campagne de Trump pense à un changement de nom. Jessica Manafort cherche à prendre ses distances vis-à-vis des démêlés judiciaires de son père. Elle entreprend donc des démarches afin de changer son patronyme. Cinéaste et personnage public, Jessica explique cet état de choses par la grande communication autour des frasques judiciaires de son père. Paul Manafort était directeur de campagne et conseiller en communication et marketing politique de Donald Trump. Il est accusé de faux et usage de faux, blanchiment d'argent et trahison. Jessica craint de voir le scandale ternir davantage sa cote de popularité et son image dans le showbiz. Jessica Ann Manafort va changer si la décision lui est favorable. Elle préfère Jessica Bond, du nom de jeune fille de sa mère. Ce sera tout pour l'actualité web de ce jour. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Merci à vous, Jennifer Sativi, pour l'actu web. Toujours pour parler d'informations, nous allons retrouver Roch Aurélien Akouainou au niveau de la rédaction pour le journal le 19h45. Mais d'abord, avant de le retrouver, nous vous proposons, mesdames et messieurs, de prendre une courte pause. À côté du géant de l'Afrique, des Béninois innovent, entreprennent, BB24 Inchiapani Funga. Rendez-vous avec ces héros qui inventent l'Afrique de demain sur Bénin Business 24. BB24, le développement, notre affaire. BB24. BB24 télévision Tigan. BB24 Adjama Tionwe.
BB24, le développement est notre affaire. C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue, voici les titres. Des organisations de la société civile disent stop à l'utilisation des pesticides et autres fertilisants chimiques. À travers une conférence de presse, elles interpellent les gouvernants sur les dangers auxquels ils exposent leur population. Après l'euphorie du baccalauréat, les jeunes bacheliers font face à la difficile équation du choix des filières. Comment choisir la bonne pour s'éviter la déroute académique? Des précisions sont à suivre dans ce journal. De la théorie à la pratique en sciences physiques, chimie, c'est possible dans nos écoles pour éveiller l'intelligence pratique des jeunes apprenants. Des enseignants en physique chimique et technologie sont à l'école de la formation pratique. Bonsoir, mesdames et messieurs. Des organisations de la société civile, amis de l'environnement et de la biodiversité alertent l'opinion publique et interpellent les gouvernants sur les effets néfastes de l'utilisation des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse sur la santé humaine. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue à Cotonou que retenir les détails dans cet élément signé Patrick Adjabodjo. Il est possible de produire aujourd'hui avec 0 pesticides et 0 fertilisant chimique de synthèse. C'est une plaidoirie face aux conséquences désastreuses des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse sur la santé humaine, la biodiversité, l'agriculture et l'agroécologie. La santé de l'environnement et de l'écosystème se portera encore mieux si décideurs, organisations paysannes et consommateurs optent pour l'agriculture biologique. C'est une pratique agricole qui n'utilise aucun produit qui peut endommager la vie humaine, la vie animale, la vie végétale et qui ne doit en aucun cas endommager la nature, c'est-à-dire l'environnement ou les écosystèmes dans lesquels nous sommes. C'est une agriculture qui doit éviter d'utiliser les pesticides chimiques de synthèse, qui doit éviter d'utiliser les fertilisants chimiques de synthèse. Parce que tous ces produits, lorsqu'on les utilise, causent des dommages à la nature. La nature est fortement menacée du fait des pesticides et fertilisants chimiques, selon le collectif Stop Pesticides. Pour eux, l'agriculture biologique est source d'une vie saine et durable. Je demande que nous cessons de faire une agriculture prédateur, une agriculture qui tue. L'agriculture ne doit pas tuer, elle doit donner la vie. Et vous savez que la première fonction de l'agriculture, c'est de nous nourrir. 5500 enfants empoisonnés par l'eau et les aliments contaminés par les pesticides chimiques de synthèse meurent chaque année dans le monde. Et environ 3 millions de personnes sont affectées par an, dont 200 000 y perdent la vie, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Des chiffres qui inquiètent et un appel à des actions urgentes. Encourager la promotion de l'agroécologie qui, si les principes sont respectés, peut permettre de nourrir l'humanité comme l'a si bien reconnu la FAO. Décourager toute initiative visant la pollution des eaux, de l'air et des sols. Arrêter la subvention des pesticides et engrais chimiques de synthèse. Instaurer une politique agricole moins dépendante des pesticides, c'est promouvoir une agriculture amie de la nature, de la biodiversité et des ressources naturelles.
Avec 54 délégations du continent, des dirigeants de l'ONU et de l'Union africaine, le 3e forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert à Pékin hier. Un rendez-vous pour consacrer la coopération économique entre le géant asiatique et l'Afrique. La Chine est aujourd'hui en effet le premier partenaire commercial du continent. Et à cet effet, le président Xi Jinping a ouvert le bal avec de nouvelles promesses à l'Afrique. 60 milliards de dollars d'investissements ont été promis par la Chine qui veut continuer à investir massivement en Afrique. Xi Jinping a tenu à rassurer tout de même que les investissements chinois en Afrique viennent sans conditions politiques. La Chine ne s'y mixe pas dans les affaires intérieures de l'Afrique et ne lui impose pas sa volonté, a-t-il déclaré. Il a aussi promis que la dette de certains pays les moins avancés, les plus en difficulté, serait en partie annulée. Et puis, à 24,9 mégabits par seconde, la vitesse du haut débit de Madagascar est plus de 2 fois supérieure à la moyenne mondiale. Non seulement cela signifie que la nation insulaire africaine est l'une des vitesses Internet la plus rapide sur le continent, mais elle se classe au 22e rang mondial, surpassant le Canada, la France et même le Royaume-Uni. Cette vitesse du haut débit à Madagascar est le fruit du système de câbles sous-marins est-africain long de 10 000 km, un câble sous-marin à fibre optique qui s'étend du Soudan à l'Afrique du Sud. Malgré ce qui semble un avantage technologique, l'Internet haut débit de Madagascar sert à peine à sa population. Seulement 13% de ses 25 millions d'habitants ont accès à l'électricité et seulement 2,1% de la population a accès à Internet. On parle à présent de l'orientation scolaire. Après l'obtention du baccalauréat, commence une autre phase de réflexion pour les détenteurs du premier diplôme universitaire. Il s'agit du choix de la filière. Un choix, lorsqu'il est fait avec conviction, ouvre la porte à plusieurs... lorsqu'il est fait sans conviction, ouvre la porte à plusieurs dégâts, dont les désarrois, les échecs massifs et répétitifs pour aboutir à la déperdition. Une situation qui pose le problème de l'orientation. Mais comment choisir la bonne filière? Comment éviter la déroute académique? Réponse dans ce reportage de Rodrigue Babagweto. La joie est grande à l'obtention du baccalauréat, mais ne reste longtemps puisque se pose très vite l'essentielle question du choix de la bonne filière. Un sujet qui taraude aussi bien enfants que parents. J'ai des difficultés à orienter mon garçon qui vient d'avoir le bac. Je veux bien qu'il fasse ce qu'il veut faire, mais ça fait depuis 3 ans que nous sommes dans le débat et je ne supporte pas que l'enfant choisisse sa formation comme un jeu de tombola. Où est-ce qu'il doit se faire former? Dans quelle école il doit partir? Donc il faut qu'il sache ça là seulement. C'est pas que, ok, comme le papa, qu'il puisse payer ou non, on oblige le papa à payer. Non, on ne peut pas dépenser inutilement. Après le bac, la plupart des nouveaux bacheliers ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Plusieurs optent donc pour des filières, soit par suivisme ou par rêve d'enfant, devenant souvent au fil du temps des pèlerins sur le chemin de l'insuccès. Il y a 30 40 ans, nos parents par exemple, on allait les chercher pour venir travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le travail il est difficile à l'avoir et donc il ne faut pas s'orienter parce que tout le monde le fait. Il ne faut pas s'orienter au pif. Il faut réfléchir, il faut mûrir ces réflexions. Quels sont les avantages que j'ai, par exemple, à m'orienter dans telle filière? Quelles sont les opportunités d'affaires? Quelles sont les possibilités d'investissement qu'il y aura? Quelles sont les possibilités de création d'entreprise qu'il y aura dans tel secteur? Autant de questions dont les réponses se trouvent à des séances d'orientation comme celle-ci. Ici, anciens, nouveaux et même futurs bacheliers sont soumis à des tests d'orientation suivis d'entretiens individuels avec des conseillers. Sans information, il est dur de faire un bon choix. Aujourd'hui, il y a tellement, l'offre de formation s'est tellement élargie, on n'a plus vraiment besoin d'aller à l'étranger pour se faire bien former. On donne la possibilité aussi à ceux qui le souhaitent de pouvoir rencontrer pour la première fois un conseiller d'orientation parce que comme on le sait dans notre système éducatif, on n'a pas la possibilité de rencontrer et de discuter avec un conseiller d'orientation. Au-delà des qualités et des défauts qu'on a comme discussion avec les différents consultants, il y a aussi l'importance des moyens, par exemple dans le cursus scolaire
de l'intéresser lui-même. Tout à l'heure, par exemple, nous avons eu une jeune femme qui vient d'avoir le bac, un bac A2, mais qui est passionnée de l'eau et de l'assainissement, ce qui n'est pas compatible. Alors dans ces conditions-là, on lui fait comprendre effectivement que le bac qu'elle a eu n'est pas compatible avec la série pour laquelle, ou bien la filière pour laquelle elle se passionne. Cette assertion doit demeurer le credo de tout apprenant, sans oublier que la bonne orientation prend des parts au sein du cocon familial. Les parents et enfants doivent travailler main dans la main en matière d'orientation. Les enfants doivent savoir écouter leurs parents. Les parents doivent savoir écouter leurs enfants également. Donc il faut un juste équilibre pour que cette décision d'orientation puisse être la meilleure possible. Voilà, et c'est ça. Faire éclore et développer l'intelligence des apprenants en passant de la théorie à la pratique en physique, chimie et technologie, c'est bien possible et c'est cela l'objectif du professeur concepteur Kpedekpo Krumpati. Pour ce faire, il a réuni une trentaine de professeurs de PCT pour une formation pratique. Il y a la Siskenom pour les détails. Pratiquer la théorie enseignée, exécuter la pratique dans la vie socio-professionnelle. La physique, chimie, technologie est enseignée dans les salles de classe, sans souvent la technique pratique au laboratoire. Très peu sont d'ailleurs les collèges d'enseignement général qui détiennent un laboratoire fonctionnel. L'apprenant apprend à la fois la démarche, façon de faire, façon de raisonner scientifiquement. Le professeur Kpedekpo Krumpati s'est accroché à l'expérimental. Il a confectionné des matériels didactiques pour l'expérimentation de la physique, chimie, technologie. Au nombre de tout ce que j'ai fabriqué, se trouve le kit d'optique. Le kit d'optique, je l'ai fabriqué, ça fait un moment, mais je l'ai amélioré et pendant ces vacances, vu le niveau d'amélioration, vu que j'ai pu cerner la quasi-totalité des connaissances et techniques au programme avec ce kit, j'ai dit il faut que je partage cela avec un petit nombre quand même d'enseignants. Il a rassemblé une trentaine de professeurs de PCT certifiés du littoral pour le partage de ses connaissances. Une formation qui vise le développement de l'intelligence des apprenants à travers l'expertise des enseignants formés. Je pense que cette formation est arrivée à point nommé, donc pour nous équiper, nous aider vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. Une fois, nous allons reprendre là avec nos apprenants, donc que nous puissions vraiment leur faire avec eux des expériences et les guider donc dans leur apprentissage. C'est très intéressant, instructif pour nous et ça me permettra de travailler avec nos apprenants correctement, d'accord, de partager avec eux ce que nous sommes en train d'acquérir ici. Les apprenants désireux pourront désormais avoir la possibilité de mieux comprendre la physique, chimie, technologie de part en part avec la pratique. Voilà une très belle initiative du professeur Kpedekpo Krumpati qu'il faut encourager. Et on finit ce journal par cette information en bref. En Algérie, l'Algérie qui subit une grave pénurie de médicaments après la crise de choléra. C'est la pénurie de médicaments qui sévit désormais dans le pays. Plus d'une centaine de produits sont désormais introuvables dans les pharmacies. C'est des centaines d'autres de plus en plus rares. Les opérateurs économiques dans le secteur pharmaceutique ont que la rareté ne frappe pas seulement les médicaments importés, mais aussi ceux fabriqués localement. Ils évoquent également quelques pratiques comme le stockage de certains médicaments par les distributeurs, mais aussi des pharmaciens. En tout cas, le ministère de la Santé promet de sévir contre ces pratiques afin d'assurer un accès équitable aux médicaments. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie très sincèrement d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité, demain à 12h45, vous serez avec Estelle Espérance Aurore Bazou. D'ici là, portez-vous bien.
Merci à vous, Roch Aurélien Akouainon. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie depuis hier. On va se retrouver certainement la semaine prochaine. Oui, aux 19h et aux 19h45. Oui, moi je vous retrouve justement lundi prochain, lundi et mardi. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Bonne soirée à vous déjà. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour le grand rendez-vous. C'est tout pour le journal, c'est également tout pour le grand rendez-vous. Dernière étape, le rappel de la météo. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour le grand rendez-vous de ce 4 septembre 2018. On remercie au passage Yasmine Damata pour avoir assuré cette édition. Demain, à coup sûr, je crois bien, on sera encore avec elle. On remercie également toute l'équipe, la jeune équipe de la technique, conduite de main de maître aujourd'hui par Ulrich Akpovo, le réalisateur. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce jour. D'ici à là, portez-vous très bien.